Bien. Ce soir, donc, nous recevons deux bourguignonnes, venues de loin pour la bonne cause. Je les présente par ordre alphabétique. Il y a donc d'abord Stéphanie Bignon, qui a comme caractéristique d'avoir été ingénieure dans les sous-marins, et donc, inutile de vous dire qu'elle a parcouru passablement longtemps les fonds sous-marins. Bien. Et elle a d'autres caractéristiques. Elle s'occupe notamment de l'agriculture française, si j'en crois ce que je viens d'entendre, dans une association très justement intitulée Terre et Famille, double programme, comme vous l'entendez. Alors, eh bien, elle va traiter d'un sujet que vous découvrirez dans quelques instants. Je vous laisse la surprise. Nous recevons également Marion Sigaud, déjà connue de nombre d'entre vous, puisqu'elle a présenté ici un personnage intéressant du XVIIIe siècle, un certain Arouet dit Voltaire. En tout cas, je crois que ça a marqué plus d'une personne ici, qui n'a pas oublié sa prestation. Alors, autrement dit, elle a un autre parcours, bien qu'il aille également dans les tréfonds, nous allons le voir dans quelques secondes. Elle a un parcours d'historienne, quoique je crois que Stéphanie Bignon frôle cela, puisque j'ai vu que le professeur Pierre Magnard s'intéressait à elle. Ah oui. Et dans mes souvenirs, c'est un excellent historien. Un grand ami. Voilà. Philosophe, c'est un philosophe. Et philosophe, les deux, exact. Donc, elle va nous parler d'un sujet évidemment historique, hein, n'en doutez pas. Je dois dire que je vous parlais de tréfonds, je devrais parler d'horreur, pire que les monstres sous-marins, puisqu'elle s'intéressait particulièrement à certains criminels qu'on qualifie de pédophiles, mais qui vont encore plus loin que la pédophilie. Cela au XVIIe, XVIIIe siècle, etc. Mais peut-être n'a-t-on plus besoin de présenter Marion Sigaud ici. Voilà, à vous l'honneur, mesdames. Merci. Merci, merci d'être là de nouveau. Je voudrais, avant de commencer à vous raconter ce que j'ai à vous raconter, vous présenter des excuses sur l'horreur du sujet que je vais aborder. Je voudrais vous signaler que je n'éprouve aucune espèce de plaisir à utiliser certains mots et à faire certaines descriptions. J'en suis désolée, on est obligé, quand on veut dénoncer des sujets atroces, de naviguer entre la nécessité de dire les choses et la nécessité de se retenir pour ne pas donner des gages aux pervers. Voilà. Donc je navigue entre ces deux nécessités depuis maintenant plus de 15 ans. C'est très difficile. Je vais dire des choses qui sont vraiment, qui vont vous écorcher les oreilles, comme elles m'ont écorché les yeux quand je les ai lues, et comme elles vont m'écorcher la bouche. Je vais essayer d'aller le plus possible dans la retenue, mais quelquefois je me lâche et quelquefois c'est pas joli à entendre. Voilà. Donc je vous présente mes excuses pour ça. C'est pas moi qui veux ça, c'est le sujet. Voilà. À l'origine de ce que nous allons dénoncer aujourd'hui, il y a un épisode de notre histoire récente qui s'appelle la révolution sexuelle. Qu'est-ce que la révolution sexuelle? La révolution sexuelle est un phénomène d'importance planétaire qui a secoué le monde à la fin des années 1940 et dans le courant des années 1950 à l'issue d'un rapport d'un certain monsieur Kinsey. Ce monsieur Kinsey, Alfred, américain de naissance, a changé la vision que les Américains avaient d'eux-mêmes et de leur sexualité. Cet Alfred Kinsey, qui était chercheur et qui avait une chaire à l'université américaine, a publié 2 rapports qui ont fait savoir aux Américains plusieurs choses absolument traumatisantes. La première est que, contrairement à ce que les Américains croyaient d'eux-mêmes, le vagabondage sexuel était la norme. L'homosexualité était une pratique courante. La fidélité dans les ménages et dans les couples était un leurre. Et l'avortement était une pratique banale. Dans ces années-là, les Américains étaient persuadés, collectivement, d'être chastes, fidèles, de respecter la vie et de ne jamais pratiquer l'avortement qui, de toute façon, était une chose absolument, je ne peux pas dire impossible à pratiquer, mais extrêmement dangereuse. Aller prétendre dans les années 40 et 50 que l'avortement était une pratique banale, c'était avancer la nécessité d'expliquer comment on aurait pu faire tant la législation était sévère. Or, ce que fut le rapport Kinsey, ça a été de dire
aux Américains et à la face du monde, tout ce que vous croyez sur vous-même est faux et toutes ces pratiques que vous prétendez dénoncer, vous les pratiquez à grande échelle. Kinsey, Alfred, a inventé et promu à l'échelle de la planète entière l'idée selon laquelle la sexualité humaine peut être et doit être étudiée de manière scientifique, avec des observations et avec des conclusions et avec des rapports et des conclusions susceptibles d'être reproduites, c'est-à-dire qu'il a fait de la sexologie, de la sexualité, une matière scientifique. Alors la sexologie existait avant lui, mais il a inventé la sexologie moderne. Et il a créé l'Institut Kinsey, qui a pignon sur rue aux États-Unis et surtout qui a ses entrées à l'Organisation des Nations Unies. L'ONU reconnaît l'Institut Kinsey comme étant un institut scientifique comment dirais-je, d'utilité publique mondiale absolument important, absolument essentiel. En France, la vague de la révolution sexuelle qui a été déclenchée par les rapports Kinsey, un premier rapport en 1948 sur la sexualité des hommes et un deuxième rapport en 1954, je crois, ou 3 ou 4 dans ces années-là, pour raconter la sexualité féminine. Ce rapport a déclenché aux États-Unis la révolution sexuelle qui est arrivée en France en 1967 avec la pilule. La pilule a permis à une génération de femmes, la mienne, j'avais 17 ans en 1967, c'est donc ma génération qui a été directement concernée, de séparer l'activité sexuelle de la procréation. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Et à partir de 1967, généralisation et accès pour tous de la pilule, il est possible de faire l'amour sans faire des bébés, comme disait l'autre, de pécher sans ça se voit. L'idée qui a été développée dans ces années-là, c'était « faites l'amour, pas la guerre ». Ça, c'est beau. Excusez-moi, mais c'est beau. Et des gens de ma génération ont trouvé ça beau. Pourquoi? Parce que les années 67-68, c'était la guerre du Vietnam. Donc, la jeunesse de cette époque était abreuvée à longueur de journée de films, d'images, d'abominations sur le front de la guerre au Vietnam, de gens qui mouraient, de familles massacrées, de villages détruits, de populations passées au napalm. Et à côté de ça, on disait « faites l'amour, faites l'amour, faites l'amour ». C'était beau, c'était joli. Cette génération a fourni, par exemple, des très belles chansons. Je me souviens d'une certaine Catherine Le Forestier, la sœur d'un certain Maxime, qui a chanté dans ces années-là, une chanson dont je me souviens de l'avoir reprise à l'époque. Elle chantait très bien, elle avait une voix très juste, elle avait des belles paroles et une belle musique, et elle chantait une chanson qui s'appelait « L'amour avec lui », qui se terminait par « cet amour si beau, sans prison, sans lien, sans attache ». C'est ça aussi la révolution sexuelle. On va faire l'amour sans lien, sans attache, c'est-à-dire ce qui va devenir une activité de loisir, qui n'a plus rien à voir ni avec la procréation, ni surtout avec l'engagement ou le couple. Ces années-là nous ont donné des très beaux films, comme par exemple un certain Zabriskie Point, dont je me souviens de l'avoir vu au moment où il était sorti, qui montre une belle jeunesse américaine qui fait l'amour sans lendemain. Magnifique amour, il y a une scène notamment dans Zabriskie Point qui se passe dans un désert. La scène est absolument époustouflante de beauté sur le plan rigoureusement esthétique, qui montre que ces jeunes qui s'opposent à la guerre, à la violence, à des violences policières et à une société de consommation absolument absurde et ridicule sur fond de société qui fait la guerre au Vietnam, c'était toujours la guerre au Vietnam, montre un couple qui va faire l'amour de façon absolument magnifique et ça va se terminer de toute façon par la mort. Donc l'amour c'est sans lendemain et ça fait partie de ce qu'on a inculqué à toute une génération qui a donné les générations suivantes. 1969, c'est également l'année Woodstock, si vous vous souvenez. Woodstock, c'est un lieu à 200 km de New York, dans lequel, pendant 3 jours, des centaines de milliers de jeunes, on dit jusqu'à 500 000, ont été aspergés de LSD par des avions de l'armée américaine au son d'une musique rock complètement ahurissante, pataugeant dans la boue et dans la promiscuité sexuelle. On a appelé ça 3 jours de paix et de bonheur et d'amour. La révolution sexuelle, c'est ça, c'est là que ça a commencé. Et je vous dis, je vais pas en être fier, je vais pas en être triste, triste je peux, j'ai pas non plus en avoir honte, mais c'est ma génération qui l'a pris sur la figure. Et c'était ma jeunesse, voilà. Cette génération a dissocié le sexe de la procréation. Cette révolution sexuelle a inventé la libération des femmes. On était esclaves, on est devenus libérés.
cette génération, cette libération sexuelle a également libéré les homosexuels. Vous en avez forcément entendu parler. Les homosexuels sont des gens rigoureusement opprimés. Ils l'étaient jusqu'à la révolution sexuelle. Et à partir de 1967, 68, 69 vont émerger des mouvements de libération des homosexuels. Et puis, les années passant, on en est arrivé à découvrir la pédophilie. Je vous passe le processus, vous avez compris. 1977, une pétition circule en France pour demander la libération de pédophiles odieusement emprisonnés par une société qui n'y comprend rien, qui veut empêcher les gens de s'aimer, etc. Parmi les signataires de cette pétition, un certain Bernard Kouchner, un certain Jacques Lang et beaucoup d'autres, et entre autres un certain Sartre et une certaine Madame de Beauvoir qui ont odieusement mis leur nom sur cette pétition demandant qu'on arrête de poursuivre des gens qui font l'amour avec des enfants. Des enfants, c'est la suite logique de ce qui précède. 1977, la fameuse pétition. 1996, faisons un bond de 20 ans. Qu'est-ce qui se passe dans cette année-là? On découvre avec horreur la prédation sur enfants. 1996, c'est le congrès de Stockholm, au cours duquel, pendant l'été, la réalité d'enlèvement d'enfants et de viol d'enfants par des sociétés organisées situées au cœur des États. Cette dénonciation n'a servi rigoureusement à rien qu'à donner des cauchemars aux gens qui l'ont suivi, mais ça n'a été suivi d'absolument aucune décision essentielle. 1996, c'est également la découverte de l'affaire Dutroux. L'affaire Dutroux. Le mot pédophile apparaît dans le public, ça n'existait pas avant. Y aurait-il un lien entre ceci et cela, entre la révolution sexuelle et cette dérive? Vous avez compris, moi j'y vois un lien, il paraît qu'il n'y en a pas, c'est évident qu'il y en a. Et la suite, ça a été, dans les années qui ont suivi, l'abominable affaire d'Outreau, dans laquelle vous avez des enfants qui ont été reconnus par la justice victimes d'attouchements par des adultes qui ont tous été acquittés. C'est-à-dire que les enfants étaient victimes, mais il n'y avait pas de coupable. C'est quoi la vérité? La vérité qui se cache derrière ce rapport Kinsey, c'est que Kinsey était un pervers. Et que sa fameuse recherche scientifique était une escroquerie. Le pédophile n'aime pas les enfants, quoi qu'on en dise. Il les consomme, il les détruit. Pédophile, ça veut dire qu'il aime les enfants. Un pédophile consomme les enfants. Et il les détruit, il en détruit l'enfance. La libération des femmes a été une aliénation sans nom des femmes. Je ne suis pas féministe. Je l'ai été parce que j'ai marché dans toutes ces combines. Quand j'ai compris que ce qu'on appelle la libération des femmes, ça a été le remplacement d'un stéréotype plaqué sur les femmes par un autre stéréotype dans lequel les femmes n'ont aussi peu de latitude de s'exprimer et de dire ce qu'elles veulent véritablement qu'elles l'avaient avant. Et c'est même encore pire maintenant parce que la pression est absolument phénoménale. Aujourd'hui, la famille n'est plus constituée de parents avec leurs enfants. C'est quelque chose d'absolument bizarre. Un homme, 2 hommes, 3 hommes, pourquoi pas 7, 8, on ne sait pas. Et surtout, à l'heure actuelle, et c'est, vous n'allez peut-être pas me croire, mais c'est comme ça, on fait la promotion de la sodomie dès l'école maternelle. Vous ne me croyez pas? Eh bien, je vais vous dire. Je vais vous expliquer. Ça, c'est vrai. J'ai découvert un document publié par les Nations Unies. Un document écrit par l'Organisation internationale du planning familial. L'Organisation internationale du planning familial, ou IPPF, c'est une organisation raciste, mais raciste dans des proportions que vous n'imaginez pas, et eugéniste, qui disait dans les années 1920, non, qui disait récemment, parce que dans les années 1920, ça mériterait à soi tout seul une conférence, mais qui disent en préalable et autour de cette déclaration des droits sexuels, les législations qui restreignent l'accès des jeunes au service de santé sexuelle. Santé sexuelle, ça veut dire le droit de coucher avec qui on veut. C'est la santé. Et procréative, on rajoute procréative, on se demande pourquoi, puisqu'il s'agit tout le temps d'avorter et jamais de faire des enfants. Et même celles qui prévoient un consentement obligatoire des parents ou des conjoints doivent être abrogées ou rester inappliquées. Je répète, les législations qui restreignent l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle, même celles qui prévoient un consentement obligatoire des parents ou conjoints, doivent être abrogées ou rester inappliquées. Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui est encore en place pour quoi? 8 jours? 15 jours? Admettons. La santé et les droits sexuels et reproductifs doivent devenir une question prioritaire. Nous voilà maintenant au cœur de gouvernements qui veulent faire des droits sexuels une question prioritaire. Et vous savez à quoi peuvent se résumer les droits sexuels? C'est le droit de jouir.
Le droit de jouir. Je vais vous extraire quelques toutes petites notions de ce qu'on trouve dans ce document hallucinant d'une trentaine de pages. Il s'agit de reconnaître le droit de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. C'est-à-dire que les gens vont avoir des relations sexuelles, et pas uniquement sexuelles, nous y viendrons plus tard, sans aucune incidence sur leur reproduction, et quand ils voudront faire des bébés, ils le feront de façon indépendante de la sexualité. Ça s'appelle la GPA, ça s'appelle la PMA, ça s'appelle toutes ces horreurs-là. Ça fait partie de la déclaration des droits sexuels inventée par le planning familial et promue par les Nations Unies. Et imaginez-vous que ce droit de jouir d'une sexualité, etc., sera reconnu aux enfants, en fonction de leur, je cite, capacité évolutive, c'est-à-dire en fait de leur âge, mais défini nulle part. Les enfants vont avoir des droits sexuels, les enfants vont avoir le droit d'avoir une sexualité indépendante de la reproduction, etc. Écoutez bien la définition qu'il donne de la sexualité. Le plaisir étant un aspect intrinsèque de la sexualité. Ah bon? Ah bon? Le droit de rechercher, d'exprimer et de déterminer quand en faire l'expérience ne doit être nié à personne. On ne pourra pas vous empêcher de coucher avec qui vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Un droit. Vous imaginez un droit. On va mettre un juge dans la sexualité des gens. Et si vous mettez un juge, il faudra mettre un flic par la même occasion. Les droits sexuels tels que promus dans ce document que je vous conseille d'aller regarder, Déclaration des droits sexuels, IPPF, Organisation des Nations Unies. Tous les gens qui savent faire 3 clics avec Internet peuvent trouver ce document. Les droits sexuels sont promus à l'échelle de la planète. Et en France, ils sont présents à l'Éducation nationale, au ministère de la Santé, au Haut Conseil de la Santé publique, au ministère de l'Enseignement supérieur, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui dépend un machin qui dépend du Premier ministre, à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'Agence des Nations Unies qui s'intéresse à la culture. Dans les syndicats d'instituteurs, le SNUIP, FSU, veut éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire. Il concerne également le ministère du droit des femmes, le ministère de la justice, le ministère des affaires sociales. Tout le monde sur le pont, droit sexuel pour tout le monde. Or, il n'existe pas de civilisation dans l'histoire qui n'ait porté la maîtrise de ses pulsions comme une règle d'or et un prérequis de la vie en société. Les droits sexuels remettent ce prérequis en cause. Tout le monde a le droit de jouir. Et il sera interdit de l'empêcher. On marche sur la tête, on est au pays des fous. C'est une entreprise de destruction de notre civilisation et de la vie humaine. Savez-vous ce qu'on promeut à l'école? À l'école, il est question maintenant de faire de l'apprentissage et de l'éducation, non pas sexuelle, mais à la sexualité. Vous saisissez la nuance? L'Organisation mondiale de la santé, agence des Nations Unies, a publié, disponible sur Internet, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Ça a été publié en 2010. C'est, alors là, je vous le dis, hein, si vous me demandez si je suis féministe, je vais vous répondre, une majorité écrasante de femmes qui ont rédigé cette horreur. On les voit, on a leurs photos, on a leur nom. Il doit y avoir 1 ou 2 types au milieu d'une 50aine de bonnes femmes. Complètement siphonnés. Qui disent, la psychologie, je cite, et plus spécialement la psychologie du développement, montre que les enfants naissent sexués. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants naissent sexués? Si ça veut dire qu'ils naissent avec un sexe mâle ou femelle, on n'a pas besoin d'eux, on est d'accord, hein? Comme dirait le docteur Dor, dès le moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a un sexe mâle ou féminin. On n'a pas besoin des droits sexuels pour le comprendre. Naissent sexués, ça veut dire que les enfants, dès la naissance, ont des pulsions sexuelles, c'est-à-dire de recherche de plaisir d'ordre sexuel, c'est-à-dire de plaisir de contact avec autrui. L'unique source de ce mensonge, c'est Alfred Kinsey. Alfred Kinsey a écrit « Les enfants sont sexuels dès la naissance ». Children are sexual from birth. Judith Reisman a écrit un livre que je vous recommande, j'en ai apporté quelques exemplaires ici, j'aurais dû en sortir un. Judith Reisman explique que c'est une
arnaque, c'est un mensonge. Pour pouvoir raconter ce mensonge, Alfred Kinsey a violé et torturé des centaines d'enfants dont il a consigné les hurlements de douleur et les évanouissements comme autant d'orgasmes. On a affaire à des pédocriminels, à des pervers qui ont manipulé des enfants et qui prétendent que les hurlements de terreur et les tentatives d'échapper à leur bourreau de ces enfants étaient des orgasmes. Et c'est ça dont se servent les Nations Unies à l'heure actuelle pour promouvoir la sexualité des enfants dès la naissance. L'éducation sexuelle, disent-ils, commence dès la naissance. Comment voulez-vous commencer une éducation sexuelle dès la naissance? En quelle langue? Comment allez-vous éduquer un enfant sexuellement? En quelle langue? Ça sera forcément avec les mains, si vous voyez ce que je veux dire, ou autre, ou pire. De quoi s'agit-il? On est en train de promouvoir les manipulations et la torture d'enfants, de nourrissons. L'éducation sexuelle, disent-ils, est basée sur des informations précises et scientifiquement étayées. Non! Non! Tout ce qui est prétendument scientifiquement étayé est une escroquerie qui nous vient de Kinsey. Kinsey était un pervers sexuel, c'était un partouzeur. Kinsey est mort en s'arrachant les parties. Il faut le savoir. Il jouait à ça et un jour il en est mort. Ça a été une fois de trop. C'est dans Judith Reisman, je vous sortirai le livre tout à l'heure. Les objectifs de l'éducation sexuelle, dès la naissance, vous avez compris, c'est, je cite, « favoriser le respect de la diversité sexuelle et des différences entre sexes, ainsi que la prise de conscience de l'identité sexuelle et des rôles socialement associés au genre. » À l'école maternelle, écoutez bien ce que c'est. La diversité sexuelle, c'est l'introduction de l'homosexualité comme d'une nouvelle norme. C'est quoi la diversité sexuelle? C'est hétéro ou homo. C'est ça. Donc maintenant, on va introduire dans l'éducation à la sexualité qu'il y a des gens qui sont homo, il y a des gens qui sont hétéros. Et l'homosexualité, pour autant que j'ai compris ce que disaient les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet, ça concerne 5% d'une population, pas plus, pas moins. Ça veut dire que 95% de la population n'est pas concernée. Et c'est pas faute qu'on l'embête avec ça. D'accord? L'homosexualité ne concerne pas 95% d'une population donnée. Ça n'empêche pas qu'on va aller harceler les enfants et les bambins avec ça. Deuxièmement, les différences entre les sexes n'ont pas besoin d'être enseignées à l'école. Non mais vous imaginez, à l'école maternelle, bon les petits-enfants, alors là, vous avez ces culottes, ça c'est un sexe, de quoi je me mêle? Est-ce que c'est sain éduquer un enfant, lui expliquer la différence entre les sexes? 1, c'est le rôle des parents. 2, il n'y a pas besoin d'emmerder les enfants, excusez-moi. Il n'y a pas besoin d'embêter les enfants avec ça. Et d'autre part, les rôles socialement associés au genre sont l'idéologie du genre. L'idéologie du genre, une certaine ministre, Madame Belkacem, a dit que ça n'existait pas. L'idéologie du genre consiste à dire, il y a le sexe, celui qu'on a reçu à la naissance, et il y a le genre, qui est le rôle socialement admis que l'on choisit de remplir ou pas. Le genre, c'est, je suis né avec un zizi, mais je me sens femme, et donc je vais demander à la société de me transformer physiquement, c'est ce qu'on va appeler les transgenres. On n'a jamais vu autant de promotion de gens qui prétendent changer de sexe alors qu'ils ne font que changer d'apparence, personne n'a jamais changé de sexe, que depuis récemment. Donc l'idéologie du genre, c'est de l'idéologie à l'état pur, c'est de prétendre qu'on se reconnaît comme homme ou femme simplement par la pression de l'entourage, et que si on laisse faire les individus de façon différente, sans essayer de les hétéronormer, comme de tout à fait différent de ce qu'on a programmé pour eux. Or, ça n'est que de l'idéologie, il n'y a aucune caution scientifique à la théorie du genre. Aucune. Beaucoup de gens se sont penchés sur le sujet. Si vous trouvez un scientifique digne de ce nom qui valide cette théorie complètement aberrante, vous me direz qui, et je veux bien rectifier le tir. Pour l'instant, je sais que ça n'existe pas. Ce que dit ce document de l'Organisation mondiale de la santé, de quoi allons-nous parler aux enfants entre 4 et 6 ans? Alors je vous recommande, ne me croyez pas sur parole, allez chercher ce document. On va renseigner l'enfant entre 4 et 6 ans sur la reproduction humaine, c'est le moment, entre 4 et 6 ans, sur la consolidation de son identité sexuelle. On va consolider l'identité sexuelle d'un petit pitchoun de 5 ans. On va lui apprendre, tenez-vous bien, la masturbation, le plaisir et la satisfaction à se toucher. Non mais attendez, ça va être quoi les cours d'école là exactement? De quoi parlons-nous? Et on va lui renseigner les différentes conceptions de la famille. C'est quoi les différentes conceptions de famille? J'en vois que 2 moi. Il y a la famille et il y a le mariage pour tous. Si vous voyez ce que je veux dire. À part le mariage, le pseudo-mariage
entre gens à parier du même sexe, de quoi parle-t-on ici? Et on va enseigner ça aux enfants à partir de 4 ans. Écoutez ça, les relations, je cite, les relations entre personnes du même sexe et le respect des différentes normes en matière de sexualité. On va apprendre à des bambins à partir de 4 ans qu'il y a des gens qui s'appellent des homosexuels et que c'est très vilain de dire que c'est pas bien. C'est ça qu'on va leur dire. On va leur enseigner la conscience de pouvoir choisir. Mon corps m'appartient. Moi, petit bonhomme, petite bonne femme de 4 ans, 5 ans, mon corps m'appartient. Vous savez ce que ça veut dire, mon corps m'appartient? Ça veut dire j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non. Ben, si j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire oui. Parce que si j'ai pas le droit de dire oui, j'ai pas le droit de dire non. Ça veut dire qu'on est en train d'induire que les enfants peuvent éventuellement dire oui. Et c'est l'éducation nationale qui va faire ça. Et on va parler, bien évidemment, du respect des différentes normes en matière de sexualité. À 5 ans! À 5 ans! C'est dans les programmes. C'est dans les programmes. On m'a envoyé du Québec un programme. Je l'ai lu en entier, j'ai été affolée, je vous en ai tiré un élément. Écoutez bien. Dans les programmes d'éducation sexuelle au Québec, qu'est-ce qu'on propose pour les préscolaires? Les préscolaires, c'est l'école maternelle, on est d'accord. Les préscolaires, c'est l'école maternelle ou la crèche. Parce que l'école maternelle, c'est déjà l'école. On va leur apprendre à nommer des gestes qui contribuent à accueillir le bébé dans sa nouvelle famille. Famille nucléaire ou famille monoparentale, famille homoparentale ou adoptive ou reconstituée. On va apprendre à des tout petits enfants que la famille, ça peut être autre chose que papa et maman. Et on va leur apprendre à accueillir le bébé à la naissance ou à l'adoption. On va normaliser le principe de l'adoption. Mais si l'adoption devient un droit, on va donner aux gens des droits sur les enfants qui ne l'ont pas fait. On ouvre le grand marché mondial du bébé à fabriquer. Mais on y est là. On y est. Il n'y a pas de droit à l'adoption sans un droit sur les enfants des autres. Il n'y a pas de droit à l'adoption sans un droit sur les enfants des autres. Vous voulez vivre dans un monde comme ça? C'est l'horreur. Mais écoutez bien, on n'a pas tout entendu. À partir de 6-7 ans, qu'est-ce qu'on va enseigner? Je vous parle du Québec. Situer les organes sexuels des filles et des garçons. Important à cet âge-là. Vous êtes d'accord? Et avec leurs fonctions. Organes sexuels des filles. Les organes internes, les ovaires, l'utérus, les trompes de Fallope, le vagin, l'urètre. C'est important ça, à 6 ans. À 5 ans, non. Préscolaire, avant 5 ans. Et les organes externes. Vous savez ce que c'est les organes externes? Excusez-moi, je vous ai dit que ça ne m'amusait pas, mais bon, on y va. La vulve, l'urètre, les seins et l'anus. Vous connaissez l'anus comme organe sexuel, vous? L'anus, un organe sexuel? De quoi parle-t-on? Maintenant, on va attaquer les organes sexuels des garçons. Les organes internes, les testicules, les organes externes, le pénis, le scrotum, le prépuce et l'anus. L'anus, un organe sexuel? Vous connaissez un anus masculin, un anus féminin? Qu'est-ce qu'ils sont en train de promouvoir là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de promouvoir là? L'anus est un organe sexuel? Je vous laisse conclure. Il y a des moments où je me retiens et j'ai raison. Toute la perversité de ce texte est résumée ici. On va promouvoir la sodomie comme faisant partie de la norme en matière de sexualité. C'est ça que ça veut dire. Or, une sodomie n'est pas un rapport sexuel. Un rapport sexuel, c'est la rencontre d'un sexe mâle et d'un sexe femelle, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme. Tout ce qui sort de là n'est pas du rapport sexuel. Et ils font semblant de mélanger pour promouvoir, vous avez compris quoi. Et vous savez pourquoi on promeut la sodomie comme ça? Parce qu'il faut lutter contre l'homophobie. Vous avez entendu parler de ça, l'homophobie? C'est au cœur de toutes ces campagnes. En fait, on fait la promotion de la sodomie sous couvert de lutte contre les discriminations et pour une égalité obsessionnelle que personne n'a jamais réclamée. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont déjà manifesté pour obtenir l'égalité de quelque chose? Moi, j'ai 66 ans. Ça fait des années que je vois défiler des manifestations, et Dieu sait si j'ai manifesté dans ma vie. J'ai jamais vu des gens manifester pour obtenir l'égalité de quoi que ce soit. Or, l'égalité, la lutte pour l'égalité, revient comme une véritable obsession dans tous ces textes sur les droits sexuels. Donc, les homosexuels réclament
l'égalité. Et à ce titre, il va falloir lutter contre l'homophobie. Les homosexuels, qu'on appelait jadis des invertis ou des sodomites, c'est récent de dire homosexuel. Parce que homosexuel ne veut rien dire. Sexuel, c'est forcément mâle ou femelle, sinon c'est pas sexuel. Donc homosexuel, c'est un contresens. Bref, on les appelait jadis des invertis ou des sodomites. Mais il est de bon ton de dire qu'ils ont été opprimés et que grâce au progrès, maintenant, ils ne le seront plus. Le 18 octobre 2014, à Paris, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, a inauguré une plaque. Et j'ai suivi l'événement avec passion, parce que c'est un épisode que je connais très bien. Il est dit, et il est marqué, je crois, sur la plaque, si ce n'est pas marqué sur la plaque, c'est ce qui a été dit pendant le discours, je cite, « Le 4 janvier 1750, 1750 c'est le règne de Louis XV, ce que je connais très bien, rue Montorgueil, entre la rue Saint-Sauveur et l'ancienne rue Beaurepaire, furent arrêtés Bruno Lenoir et Jean Diot, condamnés pour homosexualité, ils furent brûlés en place de Grève le 6 juillet 1750. Ce fut la dernière exécution pour homosexualité en France. » Fermez le banc. Et vous avez, le jour de l'inauguration de la plaque, le banc et l'arrière-banc de la mairie de Paris, de toutes les associations LGBTQI et tout ce que vous voulez, qui sont venus dévoiler la plaque et montrer à quel point c'était magnifique de rendre hommage aux 2 derniers homosexuels brûlés vifs. Ils n'ont pas dit vifs, moi j'ai entendu. Pour cause uniquement parce qu'ils étaient homosexuels. Alors maintenant, je vais vous dire ce que je sais, moi, de l'exécution de Diot et Lenoir, parce que figurez-vous que c'est pas justement en plein dans ce que je connais, de ce que je connais le mieux du siècle de Louis XV. Ces 2 garçons ont été arrêtés, non pas parce qu'ils étaient homosexuels, mais parce qu'ils se sodomisaient dans la rue, figurez-vous. Et ça, c'est pas permis. Bon. Ils auraient été un homme et une femme, pris à faire la même chose, c'était le même tarif. C'est-à-dire que c'est pas leur homosexualité qui est mise en cause, c'est la sodomie. Qui, depuis qu'il y a des civilisations, condamne et condamné, voilà. Alors, que ça mérite d'être brûlé ou pas, ça c'est un autre débat. Moi je pense que brûler les gens c'est particulièrement atroce et je suis pas forcément partisan, je suis même pas partisan du tout, mais je veux dire, de quoi parlons-nous? C'est pas parce qu'ils sont homosexuels qu'ils ont été brûlés vifs. En plus de ça, ils ont été brûlés morts. Ça, je vous le signale. Si vous entendez dire que des homosexuels ont été brûlés vifs, sachez que c'est pas vrai, on les étrangle avant. C'est comme ça. Et ils ont été exécutés, non pas uniquement parce qu'ils ont été pincés à faire ce qu'ils avaient fait, mais c'est parce que, à cette même époque, et c'est le sujet de mon livre La Marche Rouge, Paris était sans dessus dessous parce que la police enlevait des enfants et que des soupçons de trafic d'enfants pour des réseaux pédocriminels, on ne disait pas le mot mais la chose était parfaitement identifiable, la population parisienne était sans dessus dessous et voulait absolument se faire des juges. Donc quand ces 2 sodomites ont été pincés en pleine rue, normalement ils auraient dû être admonestés, fouettés, arrêtés 15 jours à Bicêtre et relâchés dans la nature avec une forte recommandation de travailler pour la police pour pas que ça leur arrive de nouveau, et les choses se seraient passées comme ça. Or, ils ont été exécutés après avoir été dûment étranglés pour donner le change à la population parisienne qui disait « les juges protègent les pervers ». C'est-à-dire qu'en fait, Diot et Lenoir ont été exécutés non pas parce qu'ils étaient homosexuels, mais 1, parce qu'ils sont sodomisés en pleine rue, et 2, parce que les juges ont voulu ne pas paraître trop coulants avec les déviants sexuels à une période où Paris était en état d'insurrection. Voilà, voilà la vérité, ce qu'il faut dire. Et c'est pas ce que dit Madame Hidalgo. Voilà. Donc, partant de ces faux constats, je veux dire, il n'y a pas eu... Moi, tout ce que j'ai étudié de procès d'homosexuels dans l'Ancien Régime, je ne remonte pas au Moyen-Âge, pour moi l'Ancien Régime, ça commence à partir de la fin du Moyen-Âge. L'Ancien Régime, c'est grosso modo 17e, 18e siècle. Toutes les arrestations d'homosexuels et les exécutions d'homosexuels, c'est jamais pour homosexualité, c'est pour viol, corruption de mineurs et pédocriminalité. Voilà. C'est tout. Je ne connais pas. Si vous connaissez un exemple d'homosexuel qui a été condamné uniquement parce qu'il était homosexuel et qu'entre adultes consentants il a fait ce qu'il voulait, vous me donnez son nom et le numéro de dossier. J'irai vérifier. Pour l'instant, j'ai étudié le problème, je n'en ai pas trouvé. C'est-à-dire que tous les gens qui ont été condamnés, c'était pour violence et corruption de mineurs. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on fait maintenant, sous couvert de lutte contre l'homophobie, on fait la promotion de la sodomie à tous les étages. Hein, vous avez vu que ça commence à l'école maternelle, où on va expliquer aux gosses qu'un anus, c'est un organe sexuel. En fait, l'homophobie, ça n'existe pas.
Ça veut dire quoi, homophobie? Ça veut dire que vous allez être, enfin, passons sur le terme un peu tiré par les cheveux, mais ça voudrait dire que sous prétexte que, imaginons, vous n'aimez pas les homosexuels, que vous en êtes phobique. Non, on peut ne pas aimer sans être phobique. Mais il y a des tas de trucs que j'aime pas et j'ai aucune phobie. Moi, j'ai aucune phobie. J'ai eu un temps la phobie des rats, ça m'a passé, donc je souffre d'aucune phobie. Maintenant, il y a ce que j'aime et ce que j'aime pas, et j'aime pas qu'on me mette une étiquette en me disant tu es comme ci, tu es comme ça. En plus, ce qui est dénoncé n'existe pas. Moi, je vis dans une campagne où un couple d'homosexuels s'est fait élire l'un maire de la commune et le deuxième premier adjoint, en pleine campagne. Bon, alors, c'est quoi l'homophobie? C'est quoi? C'est où? Ça n'existe pas. Les Français sont extrêmement tolérants du moment qu'on ne les agresse pas et qu'on ne vient pas leur faire de l'exhibition. Tout le monde s'en fiche en France. Donc l'homophobie, c'est un truc qui n'existe pas. Maintenant, il y a un truc, il y a une chose qui s'est faite en France en 2004 et qui est particulièrement pervers et pernicieux, c'est ce qu'on appelle la loi Nouchet. Alors, en 2004, un homosexuel qui s'appelle Sébastien Nouchet a été, tenez-vous bien, brûlé vif uniquement parce qu'il était homosexuel. Alors, cet homosexuel qui vivait avec un monsieur, un jour a fait une déclaration, ce qu'on appelle un coming out, parce qu'il faut toujours aller chercher des mots étrangers quand on veut exprimer des choses. Ça veut dire qu'il a révélé son homosexualité et il a été brûlé vif. Il y a des photos qui ont circulé de Sébastien Nouchet avec la figure, c'est abominable. C'est abominable. Alors, le garde des Sceaux, un certain Dominique Perben, a dit oh, « J'ai été bouleversé par ce qui est arrivé à Sébastien Nouchet ». Alors, Sébastien Nouchet a été reçu, alors, je ne sais pas si c'était à l'Élysée, enfin ça vous rappelle l'affaire Théo, machin chouette, là. Il a été reçu, les parents ont été reçus, la télévision est venue, ah, le pauvre, le pauvre. Et qu'est-ce nous a dit Dominique Perben? Il a été à ce point bouleversé qu'il a présenté immédiatement un projet de loi qui a été adopté le 30 décembre de la même année, 2004. Et écoutez bien ce que dit Dominique Perben, ce qu'il a dit. La loi contre l'homophobie, c'est la loi Nouchet. Je cite. Cette loi, c'est au fond, quelque part, la loi Nouchet, pour faire prendre conscience à chacun qu'il est hors de question de s'en prendre comme ça à des minorités, quelles qu'elles soient. Alors c'est grand, c'est beau, c'est le progrès, d'accord, hein? On n'a pas le droit, quand même, c'est scandaleux de brûler des gens sous prétexte qu'ils sont homosexuels. Alors si on veut... Je vous signale qu'on n'a pas le droit de brûler des gens pour une autre raison non plus. Hein. Enfin, je vous le signale, si jamais vous avez... De temps en temps, il va falloir le rappeler. Hein, il va falloir le rappeler. Mais je vais vous expliquer le problème avec la loi Nouchet. Parce que c'est le ministre qui s'en vante. Hein. C'est lui qui dit que la loi contre l'homophobie, c'est la loi Nouchet. Mais écoutez bien, le seul problème dans cette affaire, c'est que l'agression dont a été victime Sébastien Nouchet n'était sans doute pas une agression homophobe. Et non seulement c'était pas une agression homophobe, mais c'était pas une agression non plus. C'est-à-dire que le gars, il s'est brûlé tout seul. Et il a des associations qui sont venues le voir en disant on va les raconter que ci, que là. Le gars qui a été mis en prison immédiatement et contre lequel tout le monde s'est rué en disant homophobe, homophobe, etc. Il a été relaxé par la justice, il n'y a aucune charge contre lui. C'est-à-dire que la loi Nouchet est une loi qui est passée sur une arnaque journalistique. Donc désormais, agresser un homosexuel, c'est définitivement plus grave que d'agresser un non-homosexuel. Pourquoi? Parce que... Maintenant, je voudrais également attirer votre attention sur un tout petit truc, parce que là, j'y tiens. C'est Dominique Perben qui a fait passer cette loi Nouchet. Il faisait partie du gouvernement Raffarin sous la présidence de M. Chirac. Alors, pour ceux qui s'imaginent que les vicelards, c'est uniquement du côté des socialistes, je voulais spécifier la chose quand même. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les violences homophobes? Vous savez pourquoi il faut faire la promotion de la lutte contre l'homophobie? C'est parce que les homosexuels sont victimes de violences homophobes. Il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas de statistiques crédibles sur un prétendu fameux taux de suicide des homosexuels et encore moins de statistiques crédibles sur le fait que ceux qui se suicident se suicideraient en raison d'agressions homophobes. C'est-à-dire que c'est une arnaque totale. Totale. Il n'y a pas d'homophobie. En France, il n'y a pas de taux de suicide significatif étudié par aucun scientifique digne de ce nom qui puisse faire état d'une quelconque homophobie qui justifierait que les pouvoirs publics s'en mêlent. C'est-à-dire qu'en fait, on promeut partout la sodomie au titre d'une discrimination qui n'existe pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, tout le système se ligue pour sexualiser les enfants et au pire de la sexualité. L'éducation nationale, par l'intermédiaire de M. Vincent Peillon, a fait la promotion d'une ligne Azur, qui est un site absolument abominable, qui a d'ailleurs été expurgé. Mais il y a des gens dont je fais partie, et des petits malins qui ont été plus rapides que moi et qui ont eu la totalité, qui ont pris des photos de ce que promouvait la ligne Azur, dont les références étaient dans tous les préaux de toutes les écoles de France et de Navarre. Vous avez un problème d'identité de genre, appelez la ligne Azur. Une horreur, une horreur. Dites-vous que
un site, et je vous demande de le noter maintenant, qui s'appelle École et Sexe, a fait la recension de toutes ces horreurs. Si vous avez internet, vous faites École et Sexe et vous allez regarder, tout ça est largement décrit avec les dates, avec les dessins, et bon voyage. Bon voyage, je vous assure, c'est dégueulasse. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que l'Éducation nationale et la ligne Azur, tenez-vous bien, un syndicat d'instituteurs. Les instituteurs au secours de la perversion sexuelle. Le SNUIPP-FSU, qui dans le cadre de la lutte contre l'homophobie, qui devient une priorité nationale, a publié un texte qui s'appelle « Lutter contre l'homophobie dès l'école primaire ». Dès l'école primaire. Et Michel Techenet, qui a terminé sa carrière de militant socialiste, je crois, dans un pugilat où il a pris un truc dans le pit. Je ne sais pas exactement, ça s'est très très mal terminé pour lui. Toujours est-il que son rapport continue de circuler sur la toile et je vous le recommande. Il écrit, il parle notamment des études de genre, parce que vous savez, le genre, ça n'existe pas, nous a dit Madame Belkacem, mais lui, il justifie sa lutte contre l'homophobie à partir également des études de genre. Il dit, c'est gender studies, parce que ces gens-là ne savent pas parler français, il faut toujours qu'ils rajoutent de l'anglais au milieu, nous enseigne que l'hétérosexualité, loin de découler du sexe biologique ou de l'identité sexuelle, n'est pas la forme naturelle de la sexualité, mais sa forme dominante, au sens où le système social la produit, la légitime et stigmatise et infériorise socialement celles et ceux qui s'en écartent. Voilà ce que sont devenus les instituteurs aujourd'hui, les instituteurs. Moi, j'ai un infini respect pour les institutrices que j'ai eues étant gamine. Elles doivent se retourner dans leur tombe. L'éducation à la sexualité et non pas l'éducation sexuelle est maintenant obligatoire. Elle se fait dans toutes les écoles, non seulement derrière le dos des parents, mais derrière le dos des professeurs. Derrière le dos des professeurs. J'ai été alerté que dans une école catholique du midi de la France, un prêtre a complètement affolé, a appris que des intervenants extérieurs allaient venir faire un cours d'éducation à la sexualité, au cours de laquelle on a demandé aux professeurs de sortir. Qu'est-ce qu'on va enseigner à ces pauvres gamins? Allez voir le site École et Sexe. Tout y est. Tout y est. Absolument tout y est. Ce n'est pas de l'éducation sexuelle, c'est de l'éducation à la sexualité et à toutes les formes de perversion. Des enfants s'évanouissent à l'issue de ces cours. En Allemagne, des professeurs se sont vus mettre, non, des parents se sont vus mettre en prison pour avoir refusé que leurs enfants retournent à des cours d'éducation à la sexualité au cours desquels ces enfants tombaient dans les pommes. Tellement c'est cru, tellement c'est abominable. Les droits sexuels. Qui a pensé à parler du droit à la pudeur? Le droit à la pudeur. Moi, je réclame le droit de ne pas voir. Et on nous exhibe du sexe partout. Partout. La bataille contre ça sera mondiale. Parce que l'agression est planétaire. Ça passe par toutes les agences de l'ONU. L'OMS pour la santé, l'UNESCO pour la culture. Tout passe par les Nations Unies. Vous savez ce qu'on pourrait suggérer à tous ces gens-là qui nous parlent du sexe, du sexe, du sexe? Je sais que je vais choquer, j'ai déjà choqué parce que j'ai déjà dit ce que je vais vous dire plusieurs fois et c'est marrant, pour l'instant on n'a pas repris. On a dit ah, Marie, c'est bien et hop on a coupé. Pourtant c'est joli ce que je vais dire. Si on faisait l'amour par amour, par amour, si on ne faisait l'amour que par amour des enfants, par amour de l'autre, et par amour de soi, faire l'amour par amour, dans l'intimité du couple, par amour de la vie et du sacré, tous les problèmes seraient résolus. À nous de choisir. À toi. Le KGB est prêt? Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Alors merci à Frère Thierry et au Cercle de l'Aréopage pour cette soirée. Et merci Marion. Difficile de passer après Marion. Alors, je vais vous parler de la chasteté ou le chaos, point d'interrogation.
qui est le titre de mon dernier livre, écrit en solo. Là, j'ai trouvé personne pour se lancer dans l'opération. La chasteté ou le chaos, point d'interrogation. Évidemment, il vient assez bien, mais je dirais assez brutalement, après les horreurs qui ont été décrites et qui sont une absolue nécessité. Je crois qu'on doit réaliser à quel point nous avons le devoir de réagir. Très profondément, et très profondément, très ancré en nous-mêmes. Nous avons écrit préalablement avec Anne Brassier un livre qui s'appelait, nous avions écrit ce livre avec Anne Brassier, Cessez de nous libérer, qui parlait de justement ce fameux féminisme qui nous a fait croire à la libération de la femme. Et ce livre a pour thèse centrale le chassé-croisé entre la femme qu'on a éjectée à l'extérieur du foyer pour y enfermer Dieu, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu est une affaire qui doit rester en famille, en secret, dans le placard à balai. Mais par contre, la femme n'a absolument pas le droit, sous peine d'être une ringarde, d'être une arriérée, de s'occuper de ses enfants, de sa cuisine et du bon Dieu, des prêtres de sa ville ou de son village. Donc, étrange dans notre histoire moderne, puisque finalement c'est l'après-guerre de 14, ce chassé-croisé, 1905, séparation et non pas distinction, ce que nous savons, nous, catholiques, très bien, séparer le temporel et l'intemporel, là, on sépare, on éjecte la femme de son foyer et on emprisonne Dieu dans la sphère privée. Donc, c'était Cessez de nous libérer. La suite, la chasteté ou le chaos, c'est une très grande envie d'aller au fond des choses. Alors vous allez me dire c'est naturel, c'est un défaut professionnel puisque je suis allé au fond de la mer. J'aime aller au fond des choses. Je dis souvent d'ailleurs que c'est au fond de la mer que j'ai trouvé la lumière. Puisque j'ai fait ma première communion, j'avais 45 ans. Donc, métier que je pratique encore à travers une jeunesse que j'essaye de former à ce beau métier qui consiste. Donc, en couverture de ce livre, vous avez la Sainte Famille. Ça n'est pas un hasard, on le verra un petit peu après. Et quand je parle de chasteté, je tiens tout de suite à être clair, je ne parle pas de continence absolue, de virginité, pas du tout. Je parle de maîtrise de soi, en fonction de la vocation de chacun. C'est-à-dire que la chasteté du prêtre, ou la chasteté du père de famille, la chasteté de la mère de famille, ou la chasteté de la sœur et de la mère supérieure, ne sont pas à mettre sur un même plan, évidemment, n'ont pas les mêmes exigences. Mais il s'agit, selon sa vocation, de se maîtriser. Alors, il ne s'agit pas non plus de se poser, je fais quelques préambules comme Marion, je ne me pose pas en être parfaite, qui prône la chasteté parce qu'elle est parfaite et voilà, et qui va faire un exposé moralisateur. Je ne suis pas une moralisatrice, pas du tout. C'est précisément parce que je sais qu'on n'est pas parfait et je sais combien je ne suis pas parfaite que j'ai besoin du guide qu'est la Sainte Famille, qu'est le Christ, parce que précisément je sais combien nous sommes fragiles et imparfaits. Et la chasteté, finalement, est un outil. C'est un outil de maîtrise de soi. C'est un outil qui nous est donné, qui nous est offert. Et curieusement, cet outil qui devrait nous amener vers l'élévation, on n'en a jamais si peu parlé. Il faut même être assez culotté pour intituler son livre « La chasteté ou le chaos ». J'ai des gens très gentils avec moi, très bien intentionnés, qui me disent « Mais pourquoi tu l'as appelé la chasteté ? Tu n'aurais pas pu trouver un autre nom ? Je sais pas, moi, la tempérance ou... Ce que je réponds systématiquement, c'est précisément parce que ça vous dérange et précisément parce que c'est un peu difficile pour moi, j'ai préféré l'appeler la chasteté ou le chaos. Tant qu'à faire, autant mettre les pieds dans le plat, voyez ? Parce que quand vous parlez de tempérance, vous pouvez vous en sortir par une pirouette. Ça peut être chic de parler de tempérance. Vous pouvez éluder la question charnelle dans la tempérance. Vous pouvez l'éluder. Cette pulsion très forte, puisque c'est l'instinct vital qui s'exprime à travers justement l'activité reproductrice sexuelle. C'est toute notre énergie vitale qui s'exprime.
c'est la plus compliquée à dompter. Eh bien, si vous parlez de tempérance, vous pouvez échapper à ce problème-là. Quand vous parlez de chasteté, vous ne pouvez pas du tout échapper au cœur du problème. Donc, encore une fois, pour aller au cœur des choses, en profondeur, je me suis dit que la chasteté, c'était un bon angle d'attaque. Donc, ce qui est souvent dit aussi, c'est, et là je repense à l'exposé de Marion qui est très très clair. Marion dit des choses et dit je vous l'ai dit parce que c'est dans les textes officiels, etc., etc. Je vois de là certaines personnes qui vont dire oui, et puis après, d'accord, c'est dans les textes, on sait pas parce que c'est écrit que ça va donner des conséquences, enfin bon, faut pas exagérer, etc. Alors je réponds à ces personnes-là qui, il y a 10 ans, il y a 5 ans, auraient imaginé qu'aujourd'hui, on aurait le mariage pour tous. Qui l'aurait imaginé? Je dis à ces gens incrédules, qui aujourd'hui peuvent nous regarder avec des yeux, dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces deux folles ?» Ben oui, mais attendez, c'est pas nous qui sommes folles, c'est que l'urgence devient absolument visible. Ne pas le voir, c'est ou être complètement abruti, ou être, je dirais, mal intentionné. Enfin, il y a quelque chose, ou alors d'une lâcheté sans nom, voyez. Donc, on ne peut pas ne pas le voir, c'est pas possible. Donc, je me proposerais de faire quand même une légère, bien que Marion est bien décrit par l'observation que nous pouvons faire de notre société, et évidemment, ça a été mieux que décrit par Marion Sigaud. Mais dans mon livre « La chasteté ou le chaos », je fais quand même une assez longue digression sur pourquoi on en arrive à ne pas considérer du tout la chasteté dans nos vies, finalement. La chasteté, et là j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'est proche, qui m'expliquait avoir lu mon livre et me dire « Je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphanie, mais pas à partir de la page 50, parce que moi j'ai emmené ma fille voir un gynécologue dès qu'elle a été en âge pour qu'elle prenne la pilule, etc. etc. Et donc je ne vois pas comment on peut faire autrement, etc. » Et là je me suis dit c'est extraordinaire, cette personne me donne exactement confirmation que mon livre était absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cherché à apprendre à sa fille que le trésor qu'elle avait, que cette faculté qu'elle a de donner la vie, d'être habitée par la vie à venir, elle n'a pas pris cette peine-là, elle l'a emmenée chez le gynécologue pour qu'elle prenne la pilule. Vous vous rendez compte? Et je suis sûre que dans la pièce, là, parce que moi, il m'a fallu le temps aussi de réaliser, j'entendais ce discours, je suis pas d'accord avec toi à partir de la page, machin. Mais on va apprendre aux jeunes filles, on va les prendre dès qu'elles sont en âge d'éventuellement avoir des... Voilà, viens ma cocotte, il faut quand même prendre des précautions. Viens, on va chez le gynécologue pour prendre la pilule bien adaptée à tes besoins, à ta physiologie. Mais attendez voir, on est devenu fou. On est complètement devenu fou. On ne brade pas ce trésor. C'est ça qu'il faut dire aux filles. On ne brade pas ce trésor. Mais c'est les chosifier dès le plus jeune âge. C'est en faire des choses. C'est tellement grave que... La puissance, et là j'en parle beaucoup dans mon livre, la puissance masculine, c'est une puissance extraordinaire. Vous comprenez bien que en nous amalgamant tous les uns les autres, on peut tous être interchangeables, tout ce machin, on oublie la faculté extraordinaire d'un homme, la faculté extraordinaire d'une femme. Un homme peut créer la vie peut créer la vie. Donc il y a une puissance chez l'homme, et il y a une puissance réceptive chez la femme, de transformation, de don d'elle-même absolument extraordinaire. Et c'est d'abord ça qu'il faut expliquer aux adolescents. C'est cette extraordinaire puissance vitale qui est en eux, en tant qu'homme et en tant que femme. Alors, pourquoi donc on comprend bien en observant le système, que si je vous redis qui vous êtes, si je prends la jeune femme et que je lui dis tu te rends compte ce trésor, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le garder ce trésor.
elle va en faire quelque chose qu'elle ne donnera qu'au moment venu. Mais elle n'est pas du tout intéressante, cette fille, pour le commerce. Elle n'est pas du tout intéressante pour la société de consommation. Et c'est la même chose pour les hommes. Parce que quelqu'un qui a un trésor, qui le garde précieusement, qui ne change pas de partenaire comme de chaussettes, il ne consomme pas de pilules, il ne consomme pas d'avortement, qui est un commerce, l'avortement, c'est une mafia, l'avortement. Elle ne consomme pas de tous ces moyens on consomme beaucoup moins, tout d'un coup. Donc, le système fait... Et c'est là où il est extraordinaire, le système. Moi, je le trouve... Je suis admirative devant le génie diabolique. Le génie luciférien, comme dirait le docteur Dor, ce système est luciférien. C'est extraordinaire parce que il fait d'une pierre deux coups, il fait de l'argent et il détruit la création. Avouez quand même que il y a quelque chose de génial. Alors, le système qui arrive, je ne vais pas vous décrire mon livre, ça n'aurait pas d'intérêt, mais je décris comment on en est arrivé là historiquement. Je l'appelle le système serpent. Ce système qui s'insinue et qui finalement nous rappelle aussi la Genèse, et qui va vous prendre à la gorge, qui va vous étouffer. D'ailleurs, je cite dans mon livre un passage que j'ai découvert en regardant les linteaux romans, et j'en ai demandé confirmation à des spécialistes. Je parle de Pierre Perrier. Vous savez, en araméen, Neshama, c'est l'âme. Mais Neshama, c'est la gorge, en fait. C'est la gorge, parce que la gorge, c'est l'interface. On est corps, âme, esprit. Et l'âme, c'est l'interface entre le corps et l'esprit. Et cette interface, de façon incarnée, c'est la gorge. Parce que par la gorge passe le souffle, passe la parole, passe ce qu'on mange, passe ce qu'on boit. Par la gorge passe tout. Et vous remarquerez, maintenant je fais attention, sur certains linteaux romans ou certaines représentations romanes, vous voyez Adam, après avoir mangé du fruit défendu, tendu par le serpent, se tenir la gorge. En fait, il a mal à l'âme. Et qu'est-ce que c'est qu'une mère, future potentielle mère qui a avorté, qui s'est laissée tenter par le serpent tentateur? C'est une femme qui aura mal à l'âme. Et l'homme qui aura laissé faire ou même poussé, ou qui aura été victime d'une décision prise de façon sans être consulté, ce sont des personnes qui définitivement auront mal à l'âme. Donc, ce système libéral, on en parle souvent avec Marion, et j'avoue avoir beaucoup approfondi la question avec Marion. Ce système libéral est un système abouti de destruction de la société, de la création. Et je vais citer Jacques Attali. Vous m'excuserez. Et oui, on est obligé de passer par là. Jacques Attali nous dit dans son livre, et je le cite dans mon livre également, Jacques Attali nous dit dans son livre « Les Juifs, le monde et l'argent », Histoire économique du peuple juif, ça c'est le titre, ouvrez les guillemets, « L'argent est comme le bétail, une richesse fertile, et le temps est un espace à valoriser. » Autrement dit, quand le temps devient un espace à valoriser, ça veut dire qu'il n'y a plus de gratuité. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour possible. Et que toutes nos activités sont des espaces à valoriser. Tout le temps que nous passons, le temps devant la télévision. Qu'est-ce qu'on nous a dit récemment? Un chef de chaîne disait « Qu'est-ce que je fais moi en tant que chef de chaîne télévisuelle? Eh bien je donne du temps d'esprit disponible. » Voilà. Du temps de cerveau disponible. Donc on est dans cette logique soi-disant de libération, puisque tout ça c'est fait pour notre libération. C'est ça la grande hypocrisie. Bien sûr c'est toujours, et c'est le fameux système serpent, toujours pour nous libérer, pour nous protéger aussi. C'est toujours pour notre sécurité qu'on nous emprisonne toujours un peu plus. Et un de mes auteurs favoris, Solzhenitsyn, a très bien décrit, parce qu'il a vécu au Goulag. Il a vécu au Goulag l'utilisation, il a compris à quoi pouvait servir la pornographie. Et il décrit la pornographie comme l'un des miradors, comme le mirador plus efficace que tout, en fait. La pornographie est un mirador très efficace. Parce qu'effectivement, une fois que vous êtes
tourné sur vous-même, sur vos pulsions, et que finalement, c'est devenu votre vie, c'est devenu une dépendance totale, mais vous n'avez plus besoin d'être embrigadé par rien. Vous n'êtes pas dangereux. Vous devenez complètement insignifiant. D'abord, vous ne vous reproduirez même pas, vous êtes zéro, vous n'êtes plus ce contre-pouvoir que redoutent nos régimes totalitaires mous et larvés qui s'installent aujourd'hui. Si vous redéfinissez à une jeune adolescente ce qu'est la puissance d'être une femme, et si vous redites cette chose extrêmement importante à un homme, de cette capacité incroyable qu'il a d'ensemencer, de donner la vie, mais vous redonnez à chacun une colonne vertébrale, et vous reformez des cerveaux, et vous redonnez la vie aux gens, et vous les rendez beaucoup moins perméables à la propagande ambiante. En fait, vous faites renaître l'intelligence. Vous faites renaître l'intelligence en redonnant à chacun la possibilité de vivre sa vocation et d'en être fier. Pourquoi on nous accable comme ça? C'est parce qu'on ne veut plus nous laisser libres de vivre nos vocations, on veut atteindre nos cerveaux et on veut nous rendre carpettes, lavettes, ne sachant plus où nous sommes, de qui nous venons. Les mariages, pour tout, de quelle descendance, dans quel pays nous sommes hors sol, absolument. Hors sol. Oui, en quelque sorte. Mais j'élève du bétail, alors j'ai toujours un peu de... J'aime beaucoup mon bétail. Pas sous la mer, hein, pas sous la mer. Et donc alors, le diagnostic, on pourrait faire... Donc là, on fait un constat. Le diagnostic, en fait, c'est un immense cynisme. Hein, on a affaire à des gens extrêmement cyniques. Et là, je crois qu'il faut remonter au très excellent livre de Marion sur le XVIIIe siècle, sur le jansénisme, sur le libéralisme, sur la Révolution française et les préparations à la Révolution française. On a un grand cynisme. Je vais citer Rousseau... je suis esclave par mes vices et libre par mes remords. C'est extrêmement cynique, ça, vous voyez. On sent déjà, c'est incroyablement malsain. Il dit aussi, l'homme est né libre et partout, il est dans les fers. Mais oui, bien sûr, il est partout dans les fers. Et surtout s'il est embrigadé par ses propres pulsions. Il est dans les fers. Mais s'il vise la chasteté comme moyen d'élévation, alors il va sans cesse se libérer, il va s'élever. Il est sans cesse dans les fers, certes, oui, si il reste prisonnier de ses pulsions, de ses plaisirs et de la recherche du plaisir. Diderot, je le cite aussi, si la raison, c'est assez connu ça, si la raison est un don du ciel, et que l'on en puisse dire autant de la foi, le ciel nous a fait deux présents, incompatible et contradictoire. C'est-à-dire qu'il met en opposition raison et foi. Là, on comprend pourquoi on en est là. C'est dramatique. Hein, c'est que, en fait, si vous êtes un être raisonnable, vous n'avez pas la foi. Enfin, c'est ridicule d'avoir la foi. C'est complètement incroyable. Au XXIe siècle, avoir la foi. Non, mais enfin, c'est fou. Vous êtes tous des arriérés, hein, moi je vous le dis. Alors... Il y a une autre citation beaucoup plus récente, parce que là, c'est juste pour montrer qu'il y a une continuité impressionnante. C'est que Emmanuel Valls a dit « Ayons foi dans la science, dans l'avenir ». Mais comment peut-on avoir foi dans la science? Comment peut-on opposer science et foi? C'est quand même culotté quand on sait que les plus grands chercheurs agronomes, les plus grands scientifiques, les plus grands ont été des moines, ont été des hommes d'église. Donc on ne peut pas opposer science et foi. Donc ces gens-là nous poussent tranquillement, si on n'y prend pas garde, sur des voies sans issue. Ils nous poussent contre le mur, ils nous adossent au mur, ils nous donnent plus aucune chance d'élévation. Quand vous avez dénigré la foi et que des générations l'ont imbibé en eux-mêmes, leur cerveau en est intoxiqué, la foi est une chose ringarde. La vie spirituelle n'existe pas. Et d'ailleurs, je citerai Bernanos qui dit qu'on ne comprend on ne comprend rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle
contre toute espèce de vie intérieure. Oh, c'est bien ça. Voilà. Hein? Donc on n'a rien compris, si vous voulez, je répète, on ne comprend rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Effectivement, on nous endort. Alors, je dirais que grâce à mon ami le professeur Magnard, j'ai découvert quelqu'un de très peu fréquentable, mais c'est intéressant de savoir d'où vient le mal, comme il est intéressant de connaître Kinsey. D'ailleurs, une vidéo est disponible sur YouTube, puisque Judith nous a fait l'honneur de venir en France à la sortie de son livre, édité par Contre-Culture, qui s'appelle donc Kinsey, la face cachée de la révolution sexuelle, et cette vidéo est disponible sur Internet. Hein. Elle est venue à Paris, donc c'était au mois de décembre dernier. Donc, oui, mon ami le professeur Magnard m'a fait découvrir les horreurs de Gilles Deleuze. Et Gilles Deleuze, c'est quand même fascinant. Il nous parle du corps sans organes. Alors vous allez me dire, quel rapport? Où est-ce que je vais en venir? Mais je vais vous dire, le corps sans organes n'est nullement le contraire des organes, dit-il. Mais ses ennemis ne sont pas les organes, l'ennemi c'est l'organisme. Et donc, c'est-à-dire que, en fait, ce qui nous explique tranquillement, c'est que tous les organes doivent pouvoir se suffire à eux-mêmes et être utilisés pour eux-mêmes, pour le plaisir. C'est-à-dire qu'on va vers l'être tout érogène. On va vers l'être tout érogène. Donc, en fait, il nous dit que... alors je vais vous lire complètement parce que c'est assez énorme et il faut quand même aller jusqu'au bout de la question. Attendez, je suis perdu, je reviens. Hop là. Je vais vous lire ça parce que c'est assez édifiant. Alors, c'est-à-dire une organisation des organes qui leur attribue une fonction fixe. La cohérence de l'activité des organes doit permettre la santé de l'individu. Donc ça, c'est moi qui le dis, c'est ça, hein, on est d'accord. La santé est un équilibre qui permet à l'individu de se maintenir dans l'existence. Mais le corps sans organes propose au contraire, donc là c'est plus moi qui parle, propose au contraire, dans un spasme chaotique, de marcher sur la tête, chanter avec les sinus, voir avec la peau, respirer avec le ventre, chose simple, bien sûr, hein, entité, corps, plein, voyage immobile, anorexie, vision cutanée, yoga, j'ai du mal à lire ça parce que ça ne me colle pas à la peau, vous voyez. Krishna, l'homme, expérimentation, enfin, voilà le langage de Gilles Deleuze. C'est-à-dire que tout l'organisme doit devenir érogène. Tout l'organisme, donc l'anus évidemment. Vous voyez. Donc, et alors, vous allez... Donc tout l'organisme devient effectivement érogène. Et il rajoute, comble du cynisme, qu'il faut déchristiser le corps. Déchristiser le corps. Déchristiser le corps. Alors, pourquoi déchristiser le corps? Et vous remarquerez que le Christ est chaste. Saint Joseph est chaste. Notre très sainte Vierge Marie est chaste. Il faut déchristiser le corps. Il faut rendre le corps tout érogène. Ignorer les organes, le désorganiser. Mais c'est assez intéressant parce que organisation, société organique, nous sommes organisés parce que nous avons des organes. Nous avons un organe déjà intemporel et temporel, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne sépare pas les organes. Si j'ai une rate qui ne communique pas avec le foie, avec mon système digestif, ma rate, elle sert à rien. Et à terme, tout ça, ça meurt. Donc, je distingue, par contre, je ne mélange pas. C'est pas non plus, la rate et le foie ne sont pas le même organe. Et donc, on assiste bien dans notre civilisation à une séparation des institutions, une séparation de l'homme et de la femme, des jeunes et des vieux, des pauvres et des riches. On assiste bien à ça, pour finalement aller vers la mort du corps social, du corps organisé. Donc, encore une fois, pour appuyer ce que disait Marion, c'est que ces gens-là, notre ami, entre guillemets, hein, Gilles Deleuze,
il est mort en 1995, il est né en 1925. Quand il a dit ça, tout le monde s'est gossé, probablement tout le monde a beaucoup ri. Mais aujourd'hui, où tout le monde aurait beaucoup ri à cette époque-là, mais aujourd'hui, on y est. On a bien déchristisé le corps social de notre société. Alors, il écrit aussi que il y a bourgeoisie dès l'instant où l'extérieur montre l'ordre intérieur, exprime l'ordre intérieur. Voilà. Donc dès l'instant où vous montrez à l'extérieur que votre organisation, en quelque sorte, il parlerait de préjugés, n'est-ce pas? C'est bourgeois, ça. Dès l'instant où vous essayez de maintenir votre intérieur et que ça se voit à l'extérieur, eh bien là, vous êtes qualifié de bourgeois par Monsieur Deleuze. Alors, c'est bien sûr l'antithèse de la société d'Ancien Régime, de la société organique. On comprend, c'est vraiment le fruit, pour moi c'est le fruit complètement abouti, c'est la désorganisation complète de la société jusque dans ses tréfonds. Déstructuration, exactement. Parce que dès l'instant où vous avez une société organique, une société organisée, eh bien, elle devient fatalement reconnaissante. Le foie est reconnaissant si la vésicule biliaire fonctionne bien, si on a forcément de la reconnaissance, parce que comme on est distingués mais pas séparés, on est donc tributaires les uns des autres. Et à ce moment-là, le paysan remercie le fonctionnaire de bien vouloir s'occuper de certaines choses. Mais aujourd'hui, on nous a séparés, on a installé la zizanie, on a coupé les liens fonctionnels, et on nous monte les uns contre les autres. Donc finalement, une société désorganisée, disorganique, ne peut pas être reconnaissante. Et elle ne peut pas être reconnaissante parce qu'elle n'a aucune capacité à la contemplation. Aucune capacité. Elle est basée sur des organes qui se contentent eux-mêmes, qui se félicitent d'être eux-mêmes et qui assument, qui se suffisent à eux-mêmes et qui s'accordent leur propre plaisir à eux-mêmes et qui se nourrissent eux-mêmes. Voilà. Donc, une des expressions de ce dysfonctionnement profond, c'est l'art contemporain. L'art contemporain, en termes de déstructuration, comment ? Contemporain, vous avez raison. Sans parler évidemment de l'art qui se fait aujourd'hui. Mais l'art n'a pas d'âge. Hein. Le véritable art, qu'il soit aujourd'hui ou hier, il n'a pas d'âge. Mais cet art contemporain ou contemporain, vous avez raison madame, cet art qu'on nous vend comme quelque chose qui doit toujours être plus décalé. Toujours plus décalé, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller, parce qu'à force de décaler, il n'y a rien on ne peut plus rien décaler, en fait. Donc en fait, on arrive face à cette dégradation de la société, on nous dit l'islam s'appuie sur la déchéance de notre société. Et c'est vrai, je suis assez d'accord. Et alors, eh ben oui, et alors là je rejoindrai les propos du docteur Dor qui parle souvent de transgression quand on parle du système satanique, luciférien, libéral, sauvage dans lequel nous sommes, mais par l'islam nous allons vers la régression. Voyez ? Donc vous avez le choix aujourd'hui entre la régression de l'islam ou la transgression luciférienne de l'état libéral d'aujourd'hui. Donc voilà, vous choisissez, messieurs, dames, hein, au milieu, voilà. Il n'y a rien. Alors, le remède, parce qu'il y a un remède, eh bien ce remède, je cite souvent par 2 reprises Francis Bacon, que j'aime assez comme homme de lettres, pas moins comme homme politique, mais qui dit qu'on ne commande à la nature qu'en s'y conformant. Alors, c'est donc pas la peine d'aller chercher plus loin. Et puis je vais citer Madiran aussi dans la revue itinéraire numéro 76 de 1963. Et oui, j'ai quelques archives. Alors, donc Madiran, à qui je pense, s'il nous regarde de là-haut, et que je remercie parce qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup lancé dans l'écriture. Il m'a dit « Allez-y Stéphanie, il faut que vous écriviez ». Vous voyez, donc je lui rends hommage. La dignité de l'homme vient de ce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais c'est dans la contemplation et l'action inspirée par la contemplation
que cette ressemblance est la moins lointaine. Respecter la dignité de l'homme, c'est respecter, éduquer, aider son aptitude à la contemplation. Ce souci est étranger à ce que l'on appelle le monde moderne. Et à toutes les autres religions, indépendamment du christianisme. Exactement. Alors, c'est pas la reconnaissance de la personne. Exactement. C'est ma conclusion, madame. Vous me volez ma conclusion. Dis-la quand même. Non, mais bien sûr. Non, mais beaucoup de succès en Chine parce que ils sont considérés comme des personnes. Mais bien sûr, absolument, absolument. Non, mais Et alors, je voulais faire une allusion, je vous rejoins complètement, madame, parce qu'effectivement, j'en parle après, mais comme ça, ce sera fait. Et donc... Non, au contraire, c'est parfait. Oui, je voulais dire que on a des outils incroyables quand même pour les enfants, l'éducation. J'ai découvert, grâce à un prêtre et à mes petits-neveux, un film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, que vous connaissez bien. Non, je l'ai pas vu, moi. Mais que Claire connaît très bien, Claire Colombide connaît bien. Mais Le Seigneur des Anneaux, c'est un hymne à la chasteté. Parce que Frodo, qui transporte l'anneau, pourquoi il est choisi? C'est parce que c'est l'être le plus chaste. Donc, potentiellement le moins tenté, le moins tentable, et c'est lui qui transporte l'anneau. Donc, il y a moyen de se raccrocher à des choses... vous voyez, tout n'est pas complètement vicié. J'ai découvert cette histoire récemment. Donc, je crois qu'on peut trouver des appuis. Et puis, aussi dans Le Seigneur des Anneaux, à un moment donné, il est dit, alors qu'ils sont en résistance, on est d'accord, hein, c'est la lutte, c'est une lutte eschatologique, donc c'est la lutte du bien contre le mal, contre les deux tours, contre le grand œil, hein, n'est-ce pas, si vous voyez ce que je veux dire, hein? Eh bien, à un moment donné, la rébellion naît, et il est dit, les feux d'alerte s'embrasent, et l'espérance revient. C'est fabuleux. Eh bien, je pense que nous sommes des petits feux d'alerte et nous allons nous embraser et l'espérance va revenir, c'est incontestable. Et nous avons aussi une adhérente de Terre et Famille, puisque je suis président et fondatrice de Terre et Famille, une de nos adhérentes qui est au Brésil et qui va revenir en France et qui nous a dit, vous savez, c'est en France que la grande bataille aura lieu. Si la France se lève, le monde pourra se relever. Et j'y crois, je crois très fort dans cette vocation. C'est bien vrai. Voilà. Alors, dans le livre, je vais peut-être aller un petit peu plus vite là maintenant, dans ce livre, La chasteté ou le chaos, il est évident que je remonte à la Genèse, je remonte à Adam et Ève, que si Ève a été donnée à Adam, c'est pas seulement pour faire le ménage. Hein, quand Dieu crée Ève, c'est pour lui donner une aide, mais pas une aide ménagère, vous voyez. C'est sur le plan spirituel qu'il faut prendre la chose. Non, mais je le dis parce que... il faut le rappeler, de temps en temps. Et alors, pour en revenir à la sodomie quand même, qu'est-ce que c'est finalement que la sodomie? C'est terrible la sodomie, parce que j'en parle dans mon livre, et je cite le passage sur Sodome et Gomorrhe. Parce que c'est très clair, il faut le relire, le passage de Sodome et Gomorrhe. Ouais. C'est le péché absolu, la sodomie. Et pourquoi? C'est violer les anges. Alors, oui, mais... Alors, moi, j'ai été plus concrète que ça, on va dire, plus terre-à-terre. C'est mon côté paysan, ça. C'est que finalement, c'est Adam qui refuse Ève. C'est Adam qui refuse Ève. C'est terrible. C'est la création s'arrête. C'est le cadeau qui a été fait à Adam qui est refusé, la sodomie, finalement. Vous voyez, donc, la pratique, en fait, entre sodomites, vous voyez, et Sodome et Gomorrhe, quand on relit Sodome et Gomorrhe, c'est extrêmement impressionnant. C'est extrêmement impressionnant parce que c'est le châtiment absolu contre le crime absolu. Vous voyez, la sodomie. Donc je développe un petit peu effectivement ces choses-là, et donc je voulais dire aussi que nous sommes dans un système qui nous a dit et redit, parce que Jacques Chirac nous l'a dit, mais d'autres nous l'ont dit ensuite, je dirais quasiment tous les hommes politiques aujourd'hui en compétition, je ne sais pas si... Enfin bref, que la loi civile est au-dessus de la loi morale. Donc c'est gravissime, parce que ça, avec ce fichu laïcisme mis à toutes les sauces, c'est quand même ce qu'on nous vend. C'est qu'il n'y a pas de loi morale au-dessus de la loi civile. Donc
Donc là, attention. Attention à ce que nous allons vivre, à ce qu'on ne nous donne pas le choix de vivre d'ailleurs, puisque ce système républicain est complètement clos et empêche toute transcendance, puisque il est complètement narcissique. C'est un système pervers, narcissique, qui s'adore lui-même, un système luciférien. Et je citerai aussi Jean-Marie Le Mennet, qui a dit une phrase assez fantastique. Il a dit « Une loi contre nature n'existe pas ». Et enfin, pour terminer, vous savez que alors, oui, je vais m'arrêter là. Mais pour terminer, vous savez que le 23 avril, c'est la Saint-Georges. Et la Saint-Georges, qu'est-ce que dit Saint-Georges à Dioclétien, hein, on est au IVe siècle, il lui dit, alors que Dioclétien lui dit, c'est l'empereur, on est en pleine persécution, très grave, très, très douloureuse, et Saint-Georges décide de tout laisser, fortune, esclaves, tout, il laisse tout, et en signe de rébellion, de réaction contre ce qu'impose l'empereur. Et l'empereur lui dit, mais enfin non, tu peux pas faire ça, Saint-Georges, tu auras les honneurs, les prébendes, etc. Mais abjure, renie le Christ. Et là, Saint-Georges répond à Dioclétien, ton règne se corrompra et disparaîtra rapidement sans te procurer aucun profit, mais ceux qui offrent un sacrifice de louange au roi des cieux régneront avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. J'ai apporté quelques livres si ça vous intéresse. Si Moi mon aussi, petit camarade là-bas pouvait me les passer parce qu'ils sont dans l'arrière-boutique. Et vous aussi. Voilà, voilà. Oui, j'ai quelques livres également aussi. Alors, je suis très heureux de cette conférence. C'est un sujet très important. Et il faut voir qu'on vit un combat apocalyptique, Oui. par certains aspects. Et si on est chrétien, revenir à l'Ancien Testament, la haine entre le serpent et la femme. Quelle est la vocation de la femme? Qu'on soit chrétien ou païen, un vrai païen. Je parle Cicéron, l'Antiquité grecque, latine. Être vierge, mère ou épouse. Et si on n'intègre pas en fonction de son état de vie ces trois éléments, on est un déchet. Et nos sociétés ne se relèveront que si on restaure la dignité de la femme, on refuse sa chosification. Alors c'est tout l'héritage, bien sûr, du XVIIIe siècle, de Derrida, de la déconstruction. Et pensez à un auteur, un grand philosophe belge, Marcel Decorte, qui notait, juste après-guerre, que la crise philosophique de notre époque, le refus de l'altérité, amenait à une pensée homosexuelle. Alors qu'à l'époque, il y avait quelques tarlouses, mais enfin, ils se cachaient. Ça ne se propageait pas comme la vérole comme aujourd'hui. Une société ne se relève que par le don total de soi. Et je vais citer une réflexion qui me revient à l'esprit, de Baudelaire. Il y a de nobles sur terre que le poète, le prêtre et le soldat. L'interprète des dieux, l'homme qui sacrifie, et l'homme qui sacrifie se sacrifie. Tout le reste est fait au fouet. Eh ben. Et j'ajouterai une autre réflexion de Baudelaire dans ses notes intimes, où il dit que le bourgeois mangerait avec volupté un poète rôti, mais que sa femme, il serait capable de la vendre pour préserver son coffre-fort. Et on voit très bien notre société aujourd'hui, où pourquoi y a-t-il tant d'invertis? Parce qu'il n'y a plus vraiment de femmes.
La femme, c'est théoriquement la sentinelle de l'éternité, comme disait un certain pontife romain. Donc si on ne restaure pas les vertus militaires et familiales, mais on est fait pour l'esclavage, c'est-à-dire les projets que vous avez évoqués, mondialistes. Et il faut savoir qu'un certain Soros était prêt à subventionner largement et grassement, et qu'il a même, il faut être prudent là-dessus, subventionné certains cardinaux pour réorienter la pastorale romaine en faveur de l'écologie et de mettre la pédale douce sur certaines questions délicates, disons. D'ailleurs, si on remarque certaines encycliques, même sur l'écologie, l'écologie humaine, on en parle très peu. Très peu. Donc le combat de demain, c'est quoi? C'est un combat pour notre survie. Et comme le disaient mes bons amis, vieux camarades de faculté, Bruno Gollnisch, la réaction, c'est la vie. Il ne s'agit pas de se gargariser de mots, de s'épouvanter devant les horreurs. Il faut être capable, comme Antigone, de dire non. Il faut être capable, comme le rappelait le Saint-Père Benoît XVI, qu'il y a des points non négociables. Et dans quelques temps, peut-être la France va s'enfoncer encore plus. Et il faut se rappeler aussi que vous avez parlé de la chasteté, de la virginité. Ces deux notions sont étroitement liées. Dans l'Église primitive, la virginité était le soutien du mariage chrétien. Or, quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu la vie consacrée, et on peut se rappeler une phrase de nos maîtres de la contre-révolution: un clergé saint fait des gens médiocres, un clergé médiocre c'est des païens. Aujourd'hui, on n'a même pas un clergé médiocre. J'en ai assez dit. Non, je vous en prie. Alors, je vous en prie, venez, c'est très important. Il ne s'agit pas, vous voyez, d'écouter une conférence et de se faire plaisir. C'est pas un cercle mondain ici, c'est un cercle de combat. Il faut avoir, comme on disait dans un monastère, la librairie, la bibliothèque, c'est l'armurerie. Et sans armes, on ne peut pas terrasser l'adversaire. Sachez que les Romaines, sur leur pas de leur porte, étaient capables, par leur dignité, d'arrêter les barbares. Relisez Quincurse, Tite-Live, Tacite. Imaginons demain, quand les secondes chambres pour la France enverront certains de nos départements au nom de je ne sais quelle charité mal comprise. La collaboration horizontale ne date pas de 1945. C'est tout, j'en ai assez dit. Dans beaucoup d'ethnies en Afrique, de façon traditionnelle, quand il y a la guerre, la première flèche doit être envoyée par une vierge. Si on veut avoir la victoire. On peut dire qu'aujourd'hui qu'il n'y a rien de nouveau, puisque c'est le combat des Boras contre les Corias. Et nous devons être les Corias. Absolument. Écoutez, vous permettez de dire un mot. Je vous invite tous, autant que vous êtes, à venir le samedi 13 mai à Port-Royal. Nous y retournons, je crois, pour la 25e fois. C'est probablement un centre d'avortement le plus important de Paris et de France. On a des raisons de le penser.
Et donc nous prions sur place. Alors je vous invite le samedi 13 mai, 14h30, Port-Royal, ce n'est pas une station de métro, c'est une station RER B. Nous prions pendant 2 heures là, combat eschatologique. Voilà. Nous prions. Non, c'est pas Et nous informons. Vous êtes tous invités et merci de m'avoir permis de le dire. Et merci pour la belle tenue de cette conférence. Merci, Bruno. Merci, docteur Doran. Voilà. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, il y a une remarque de vocabulaire que je me suis faite, Oui. parce que la perversion passe beaucoup dans le vocabulaire. On nous a dit que le mot pédophilie était récent, mais le mot exact, c'est la pédérastie. Oui. La pédophilie, étymologiquement, n'a aucune dimension sexuelle. On nous interdit maintenant d'aimer les enfants pour les enfants. Tout le monde devrait être pédophile, pardon. Tout le monde devrait être pédophile au sens étymologique. Quand même Oui, mais les alors enfants. il y a une nuance que je voudrais apporter. Les anglophiles ne couchent pas avec toutes les anglaises. Hein. Mais il y a une spécificité malgré tout que je voudrais préciser ici, c'est que ce qu'on appelle pédéraste, pour faire la différence avec pédophile, c'est que le pédéraste s'intéresse aux adolescents, alors que le pédophile inclut les adolescents et les très jeunes enfants. Voilà, donc ça permet de... Voilà, si on dit qu'un tel, que je ne dirai pas, quand on aura coupé le micro, je vous dirai qui, est pédéraste, ça veut dire qu'il s'intéresse aux adolescents, c'est-à-dire à des jeunes qui ont autour de la puberté, alors que le pédophile va aller jusqu'au berceau. C'est pas l'étymologie. On est d'accord, on est d'accord. C'est pour ça qu'on dit le plus souvent pédocriminel, comme ça on englobe tout le monde. Voilà. Oui, madame. Moi j'ai une question qui est très innocente parce que je connais la réponse. C'est quel est le rôle des psychiatres qui vont à la télévision, qui font des discours qui font un peu dire sur la prévention, la protection de l'enfance et de l'adolescence. Vous avez des psychiatres, alors on ne va pas donner de nom parce qu'on n'a pas les moyens de se payer des procès, vous avez des psychiatres qui sont des grands pervers et qui font la promotion de la pédophilie, c'est clair. C'est ce que je voulais vous C'est entendre dire. c'est absolument évident. Merci. Je voudrais également vous faire savoir qu'il y a en ce moment des mouvements, et ça se passe, je vous disais, pas uniquement en France, ça se passe dans plusieurs lieux à la fois, une espèce de mouvement de tremblement de terre qui se prépare et qui tend à mener les professionnels à dénoncer ces horreurs. Alors ce qu'il va falloir, ça va être très compliqué, il va falloir bien distinguer les professionnels de la psychologie dans le sens de gens qui veulent obtenir la santé mentale et le bonheur et l'épanouissement de leurs patients, de ces sexologues qui sont des charlatans. Des pervers. Qui sont des pervers, qui sont surtout des charlatans. C'est ce que le livre de Judith Reisman nous montre. Les bases de la sexologie, ce sont des mensonges et des manipulations. D'ailleurs, ici, il y a eu un psychiatre qui est venu faire une conférence. Oui. C'est un Arménien, psychiatre, les diacres, et il est absolument, dans son art, absolument pas tributaire ni de Freud, ni de Lacan, Voilà. ni des autres. Et il faut savoir que les maladies mentales, les hallucinations, ne sont pas un phénomène moderne. Que les pères du désert, surtout que le désert est un lieu de dévoilement de l'intériorité, ont été capables de guérir sans avoir recours à à l'autosuggestion, et qui a un but très précis. Et alors, si éventuellement le sujet vous intéresse, il y a Larcher qui a écrit plusieurs livres, thérapeutique des maladies mentales, thérapeutique des maladies spirituelles, se fondant uniquement sur la pratique des pères du désert. Alors je ne connais pas la pratique des pères du désert, mais je sais que quand il s'est agi de mettre un terme à une folie qui s'appelle la chasse aux sorcières, dont j'ai parlé d'abondamment dans un petit opuscule qui s'appelle l'Inquisition et la chasse aux sorcières, et de façon abominable le monde occidental, essentiellement au XVIIe siècle, les réponses à la sorcellerie ont été, on pourrait dire, psychiatriques. Alors ça n'était pas le mot qui était employé à l'époque, mais des savants ont parlé de maladies mentales.
et qu'il s'agissait de soigner pour libérer les femmes qui étaient accusées de sorcellerie et qui pour certains devaient être considérées comme des malades et non comme des possédés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'authentiques possédés, puisqu'il y avait des messes noires et qu'une messe noire ça implique du satanisme. Mais disons qu'il y a eu déjà à l'époque une tentative de bien différencier ce qui relevait de la maladie mentale qui induit une connaissance de la santé mentale de pratiques sataniques. Voilà. Alors je ne connaissais pas celle des Pères du désert, mais je sais que des gens, des médecins tout à fait honorables ont mis leur vie en jeu, parce que c'était extrêmement dangereux, pour mettre un terme à des chasses aux sorcières qu'il fallait absolument arrêter. Parce que c'était de la folie. Voilà. Mais du coup, comment on fait concrètement la justice protège ces gens-là? Vous avez commencé avec les réseaux de l'horreur il y a quelques années, dénoncés par Stan Mayo et sa compagne. Oui. Bon, bah voilà, ils sont protégés par la justice, soit française ou d'autres pays, donc c'est camouflé. Là, on sort un petit peu du débat qui était vraiment l'éducation nationale et bref, tout ce que vous avez dit aussi. Comment on fait concrètement pour... Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen pour le moment que de faire savoir au maximum de gens ce qui se passe. Quand les gens vont savoir, je vais vous dire, quand j'ai commencé à parler de réseaux pédocriminels, c'était il y a une vingtaine d'années. Partout où j'allais, que je parlais de ça, les gens me faisaient ça. J'ai des gens qui se sont fâchés avec moi en me disant « Maintenant Marion, tu arrêtes de dire tes conneries. On est là entre gens bien, tu arrêtes. » J'ai des amis que j'ai failli perdre et qui sont revenus après, quelques temps après, qui m'ont présenté des excuses. Il y a 20 ans, quand je disais des choses à propos de ces réseaux pédocriminels, les gens fuyaient. À l'heure actuelle, alors la réalité est tellement atroce qu'elle reste extrêmement difficile à faire admettre, mais la conscience collective progresse. Et la mise à jour de ces programmes mondiaux de sexualisation des enfants dès leur plus jeune âge est une porte ouverte maintenant à faire savoir ce qui se passe. Parce que qui est derrière cette sexualisation des enfants si ce n'est les pédophiles? C'est évident que ce sont les pédophiles. C'est une évidence, c'est une évidence. C'est pas à moi de le dire, ça va être à des professionnels précisément de la psychologie et de la pédiatrie de le dire. Mais ça, chacun sa spécialité, chacun. Moi, je suis une lanceuse d'alerte parce que j'ai découvert ces choses-là et que j'ai quelques connaissances historiques qui permettent de l'étayer. Mais après, c'est à chacun de son côté de faire de son mieux. On ne pourra pas dénoncer la pédocriminalité si on ne dénonce pas l'existence d'une prédation contre les enfants. Tous les textes dont je vous parle et dont je fais une petite recension ici, ce sont des textes absolument vérifiables. Faites circuler, quand les parents comprendront, ils comprendront. Ils comprendront. Les parents sont déjà au courant en sachant que leurs enfants en savent beaucoup plus. Je parle d'enfants que eux-mêmes à l'époque, compte tenu qu'avec Internet et l'accès de leur cellulaire entre copains, qu'est-ce que vous voulez, dans les cours de on supprime les... Ah ben oui, mais ils non, mais on est d'accord. Donc quand il y en a qui c'est une guerre à certaines initiations, ceux qui ne s'évanouissent pas, c'est qu'ils ont déjà tout vu. Bon, c'est une guerre. C'est une guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est chacun chez soi mène sa guerre. C'est une guerre. Et c'est une guerre, c'est mortel. C'est mortel. Si on ne fait rien pour arrêter ça, il n'y aura plus d'humanité. Il n'y aura plus d'enfance, il n'y aura plus de famille. Moi, j'ai regardé dans les droits sexuels. J'en ai parlé récemment quand j'étais au Festival du Pays Réel. J'ai dit, il y a dans les droits sexuels, et c'est en train de devenir une réalité, un droit accordé aux enfants qui consiste à pouvoir récuser l'autorité de leurs parents si leurs parents remettent en cause leurs droits sexuels. Oui, c'est-à-dire qu'un gosse va pouvoir dire, oui, monsieur le juge, oui, le monsieur, là, c'est lui avec qui, c'est lui que je veux qu'on entende, mon papa, il n'est pas d'accord avec moi. Et on pourra retirer des enfants à leur père pour le donner à des prédateurs. C'est dans les tuyaux, c'est déjà là. Alors, je sais que le mal est déjà très très avancé. Pardon, j'ai pas entendu. Eh ben voilà, eh ben on y est. En France, on n'y est pas encore, mais c'est dans les tuyaux, c'est au programme. Il faut se réveiller maintenant, c'est la guerre, c'est la guerre. Je voudrais juste apporter une information ouais. au monde. S'il vous plaît. Sur le site de Réinformation TV, oui. M. Armel Joubert, qui est oui, tout à fait, oui. a fait une information très intéressante. Sexe et pornographie dans les livres scolaires. Scandale dans les écoles catholiques et publiques. Il y a maintenant, dans tous les livres scolaires, les informations pour les enfants, pour pouvoir justement faire ce qu'ils veulent de leur corps. Exactement. Et ça, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. L'information est passée sur le site d'égalité et réconciliation. Non, mais moi, j'ai lancé l'alerte le 3 septembre ou le 4 septembre à Chiré.
Hein? C'est là que j'ai lancé et je vois que c'est en train de se réveiller. Enfin, je veux dire, l'information circule. Mais on ne fera rien si on donne pas l'information aux instituteurs. Les instituteurs ne sont pas tous des pervers. Je veux dire, faut quand même être sérieux. Il y en a plein qui ne veulent pas voir. Mais pardon. Pour votre information, Brigitte Gender a édité des petits fascicules pour tout ce que vous racontez, oui. pour à peu près tout, sauf ce qui concerne Kisley, et très bien indiqué ce qui se passe et ce qui concerne nos enfants dans les écoles. Voilà, il faut absolument faire circuler l'information. De toute façon, le mal se fait parce que la vérité n'est pas en plein jour. Quand la vérité sera en plein jour, c'est le seul moyen de l'arrêter. C'est le seul moyen. On n'empêchera pas qu'il y ait des gens qui vont être d'accord en disant oui, moi je trouve ça très bien que ma fille elle apprenne qu'elle a un clitoris et que si et que là. Mais la majorité dira non mais mêlez-vous de vos affaires et laissez mes enfants tranquilles avec ça. Moi je raconte des trucs. J'aime autant vous dire que pour écrire ce truc-là, j'ai mis 3 mois. Bon, ça fait quand même 1 an que je suis sur le sujet très précisément. Mais pour écrire ce petit fascicule qui m'a été demandé à l'issue de mon intervention à Chiré au mois de septembre, j'ai passé 3 mois. Vous n'imaginez pas ce que j'en ai bavé. Vous pouvez pas vous imaginer ce que j'en ai bavé. Il faut aller chercher des informations qui vous mettent l'estomac au bord des lèvres. Eh bien, il faut y aller quand même. Et la force du mal dans ces choses-là, c'est que on a naturellement envie de se boucher les yeux. Et à propos du livre de Judith Reisman qui se vend en petite quantité, ça commence à monter, mais c'est petit à petit seulement. Pourquoi? C'est parce que les gens ont un réflexe sain de se protéger contre des informations qui sont trop angoissantes. C'est un réflexe sain, mais c'est un réflexe qu'il faut savoir surmonter. Il faut savoir surmonter. Et je vous assure que pour écrire un truc comme ça, il a fallu que je surmonte mon dégoût, ma révolte et mon envie, plus souvent qu'à mon tour, de pleurer. Mais il faut y aller quand même, oui. Comment se fait-il que l'on laisse depuis maintenant des années le Festival de l'Enfer, qu'on a traduit en anglais pour que tout le monde ne comprenne pas, surtout dans les campagnes, à Clisson, à côté de Nantes, et il m'a été dit que... parce que c'est avec l'argent du ministère de la Culture. Parce que la République est maçonnique et satanique, c'est tout ce que je vous dis. Il a été demandé, c'est clair, paraît-il, à la SNCF de bien vouloir faire des trajets directs à moitié prix pour que la jeunesse puisse aller facilement au Festival de l'Enfer. Mais la République est maçonnique et satanique. Pour Lourdes, oui. Pour Clisson, non. Bravo. Merci la SNCF. Vous pouvez demander Oui, ça m'intéresserait. Et l'affaire du Coral, est-ce que tu en parles? Non, je ne parle pas d'affaire de... Je ne parle... Non. On me pose la question pour savoir si je parle de l'affaire du Coral, des balais bleus, etc. Non, ça n'est pas un livre de dénonciation de toutes les affaires pédocriminelles de ces dernières années. C'est pas un bouquin. Non, vous avez vu l'épaisseur du bouquin, attendez, arrêtez. Pour parler de toutes les affaires de pédocriminalité de ces dernières années, il faudrait 25 bouquins comme ça. Non, je ne parle pas de ça. Je raconte en source à l'appui tout ce qui se prépare. Tout ce qui se prépare, source à l'appui. En matière de sexualisation des enfants, de banalisation de la perversion et de tout ce qu'on fait pour détruire l'enfance, détruire la famille, détruire les femmes. C'est l'hydre de la sexualité pour tous qui avance et qui est là pour nous détruire.